Les mythes que nous tissons, même s'ils renferment des erreurs, reflètent inévitablement un fragment de la vraie lumière. Tolkien. Quand mythologie et astrologie se rencontrent, cela donne de belles histoires. C'est Astromytho, le podcast qui revient aux sources. Je suis Patricia, la créatrice de Des jours et des lunes, une amoureuse du soleil, de la lune et des étoiles, et avec ma fille Pauline, une passionnée de mythologie, nous allons explorer à travers 16 épisodes les liens entre astrologie et mythologie. C'est Astromytho saison 1 et c'est parti! Aujourd'hui, c'est Jupiter qui va être au centre de notre propos. Et autant le dire tout de suite, ça va le ravir. Parce que Jupiter, c'est le roi de l'Olympe. Donc, à la base, et pour lui, il est celui qui est au centre de tout. Mais pourtant, le drame de Jupiter, c'est que justement, dans le thème astral, il est loin d'être au centre de tout, puisqu'il va être la 6e planète qui apparaît, après le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus et Mars. Autant dire que, d'une certaine manière, il pourrait s'estimer un peu rétrogradé. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer par une notion un peu astronomique de Jupiter. Donc pourquoi cette planète a été ainsi nommée du nom du maître de l'Olympe? C'est parce qu'en fait c'est la planète la plus massive du système solaire. Si on prenait toutes les autres planètes, toutes les lunes, les astéroïdes, les météores, les comètes, tout sauf le Soleil, si on roulait toutes ces planètes en boule, on n'aurait toujours pas le poids que fait Jupiter. Les astrophysiciens expliquent que lorsqu'une planète se forme, tout ce dont elle a besoin pour devenir une étoile, c'est de plus en plus de masse. Et si un corps devient suffisamment lourd, les processus nucléaires vont commencer à se mettre en place et un soleil va naître. Et c'est ce qui a failli arriver avec Jupiter. Autrement dit, notre système solaire a failli avoir 2 soleils. Lorsque les sondes voyageurs, elles ont survolé Jupiter, elles ont transmis des données que les scientifiques n'arrivent toujours pas à comprendre. La planète rayonne une très grande quantité d'énergie, bien plus qu'on ne le pensait. En fait, c'est presque comme si Jupiter ne voulait pas s'avouer vaincu dans sa tentative de devenir une étoile et que même encore maintenant, 5 milliards d'années plus tard, Jupiter essaye toujours de briller de sa propre lumière. Donc, voilà ce qu'est Jupiter, une planète aux prétentions stellaires. Et donc, comme le dit très bien Steven Forrest, tel un roi exilé, il a établi un empire mineur à bonne distance du véritable centre du pouvoir. Et de là, il domine les confins du système solaire et il règne sur une immense suite de lunes, dont 4 ont la taille de Mercure. Et bien évidemment, après lui, vont venir Saturne et surtout ce qu'on appelle les planètes transsaturniennes, à savoir Uranus, Neptune et Pluton. Que représente Jupiter dans un thème astral? Je pense que s'il y a un mot qui devait l'incarner, ce serait confiance. Sachant que si je joue les étymologistes, je vous dirais que confiance vient de foi, c'est-à-dire avec le préfixe con, c'est cette idée d'avoir foi avec les autres et dans les autres. Jupiter, en fait, c'est notre confiance en nous. Là où il se trouve dans un thème, il va montrer nos capacités de croissance et d'évolution avec les autres dans la société. Jupiter va également montrer notre manière de nous ouvrir aux autres et notre aptitude à nous intégrer socialement. Et dans un thème astral, il va montrer également là où nous pouvons connaître la réussite, l'officialisation et où nous aurons de la chance s'il est bien aspecté. À l'origine, lorsque l'on ne connaissait que 7 planètes, Jupiter était le maître traditionnel du Sagittaire, bien sûr, mais également du Poisson. Et en observant ces 2 signes, on peut comprendre un petit peu mieux ce que va incarner Jupiter. Jupiter, c'est une aspiration à regarder plus loin, à regarder au-delà des frontières. Donc, il y a chez Jupiter une âme de bohémien, de quelqu'un, d'homme aux semelles de vent, qui va partir à la découverte de quelque chose
qu'il ne connaît pas encore, mais qu'il est avide de découvrir. C'est pour ça qu'on va l'associer souvent à l'universitaire. Alors que Mercure, qui régit le signe des Gémeaux, va être plus associé à la connaissance dite scolaire. Jupiter, c'est celui qui élargit les horizons. Jupiter, ça va donc être également l'éternel étudiant, et aussi cet étudiant pas toujours très discipliné qui n'aime bien n'en faire qu'à sa tête. Et si on va plus loin et qu'on regarde maintenant un Jupiter en Poisson, on est toujours dans cet élargissement des frontières. Sauf que ces frontières, elles sont plus floues. C'est-à-dire que le Jupiter Poisson, il va être plus rêveur, plus poète, peut-être plus mystique. Il va se perdre dans des quêtes qui sont des quêtes beaucoup moins sérieuses que ne le seront celles du Sagittaire. Mais ça permet de déterminer quand même une idée force de Jupiter. C'est cette idée qu'à la fois, il veut avoir une certaine forme de leadership, c'est-à-dire être celui qui ouvre la voie, être celui qui guide les autres, de la même manière que le feu du Sagittaire, c'est le feu qui rassemble et qui réunit autour de lui. Mais en même temps, c'est quelque Jupiter, dans un thème astral, va incarner aussi tout ce qui est légal. Parce que Jupiter, en tant que roi de l'Olympe, il est tout à fait conscient et limite imbu de ce qu'il est. Et c'est là qu'on peut voir un petit peu les différentes facettes, c'est-à-dire les facettes positives et les facettes négatives de Jupiter. Quand Jupiter est très fort dans un thème, on va voir un individu, homme et femme, qui va être plein d'entrain, qui va être très visible, qui va déplacer beaucoup de choses autour de lui, avec une forme de magnanimité, un mépris pour la mesquinerie. Il y a quelque chose de bigger than life, quoi, qui est plus grand de la vie. Le truc, c'est que chez Jupiter, il y a une vraie conscience de cet état. Et donc Jupiter peut aussi devenir la planète de la prétention. C'est-à-dire qu'en fait, quelque chose qui va être une belle image extérieure, glamour, séduisante, haut placée, mais derrière, en fait, il y aura pas grand-chose, quoi. Et du coup, autour de lui, il y aura pas grand-chose non plus. Et quand ces espèces de fantoches qui l'entourent se révèlent être ce qu'ils sont, à savoir des fantoches, ça va le mettre de très mauvaise humeur, Jupiter. Parce que le problème de Jupiter aussi, c'est que en fait, il n'arrive pas à admettre qu'il ne puisse pas avoir raison, et il n'arrive pas à admettre qu'il ne puisse pas gagner. Jupiter est un incorrigible optimiste et qui est persuadé que tout se passera bien. Donc il peut y avoir chez lui une forme d'aveuglement, une forme d'égocentrisme. Alors c'est très différent du lion, parce que le lion, lui, il n'est pas tourné sur lui, le lion, il est. Le lion, il est associé au soleil et il est. Là où Jupiter, il a conscience d'être et de l'effet qu'il pourrait avoir sur les autres et qu'il va aller chercher sur les autres. Et souvent, il faut se méfier parce qu'on appelle Jupiter le grand bénéfique. Enfin, les anciens astrologues l'appelaient le grand bénéfique. Mais le truc, c'est que quand parfois on met une loupe sur quelque chose et qu'on le fait grossir, c'est la grenouille qui se fait aussi grosse que le bœuf. C'est-à-dire qu'à la fin aussi, à trop grossir, on peut éclater. Et c'est ça en fait la frontière qui peut être limite avec Jupiter. L'image qui me vient en ce moment même, c'est l'image de la feuille de papier et de la loupe. Vous avez peut-être tous fait ça quand vous étiez plus petit. On prend une feuille de papier, on se met en plein soleil, on prend une loupe et on dirige la lumière du soleil sur la feuille de papier à travers la loupe. Qu'est-ce qui se passe? La loupe va décupler la chaleur, mais la loupe va aussi consumer la feuille de papier. Pour le dire autrement, Jupiter et le soleil sont étroitement liés. Le soleil, c'est notre essence. Et Jupiter va être celui qui va permettre à notre soleil de s'exprimer. Donc, vous comprenez bien qu'il ne s'agit pas de laisser libre cours à Jupiter. Il ne s'agit pas de laisser libre cours à ce principe d'expansion qui est naturel à Jupiter. Jupiter doit être maîtrisé. C'est pour cela qu'il est important de bien le connaître et de bien connaître sa nature. Mais à partir du moment où on maîtrise son Jupiter, on a ainsi la possibilité de canaliser son soleil et de donner le meilleur de nous-mêmes.
Donc pour reprendre dans un thème, effectivement, c'est une énergie d'expansion, une polarité yang, une planète masculine qui va incarner les honneurs, la réussite sociale, l'officialisation. C'est la protection, le conseil, la chance, la motivation à aller de l'avant. C'est aussi une aptitude à s'intégrer socialement. Ça peut être également l'étranger, en ce sens que c'est la découverte d'autres mondes. Et puis il y a aussi chez Jupiter un besoin de donner un sens à la vie. Parce qu'en fait, s'il y a un mot qui découle de celui que j'ai donné en premier, à savoir confiance, c'est bien le mot foi. Et Jupiter, son objectif, c'est, quoi qu'il en coûte, de maintenir la foi. Quand un Jupiter dysfonctionne dans un thème, en fait, on est dans un optimisme excessif, on est dans de la prétention, on est dans un déni de la réalité. Et les questions clés qu'un Jupiter doit se poser, c'est quelles sont les expériences qui vont m'aider à avoir plus confiance en moi et en la vie? Et attention, où pourrais-je prendre trop de choses pour acquises? Et en gardant en tête ces deux questions, on peut arriver à contrôler et guider son Jupiter. Si tant est qu'on puisse le contrôler et le guider, parce que comme nous allons le voir avec Pauline, ce n'est pas si évident que cela. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de Jupiter. Alors, Jupiter, c'est un gros paradoxe et on en parlera, on va reparler bien sûr avec Pauline très vite. C'est-à-dire que Jupiter, c'est le roi de l'Olympe, mais en revanche, ce n'est pas du tout le roi du thème astral, puisque le cœur du thème, comme on l'a déjà dit, c'est le Soleil. Donc Jupiter, il a cette place qui est cette place un petit peu particulière, qui est, alors, après Mercure, Vénus et Mars, qui étaient donc, comme je l'ai dit un peu curieusement, les bras armés du Soleil, on passe maintenant à ce qu'on appelle les planètes sociales, et les planètes sociales, c'est Jupiter et Saturne. Jupiter incarne traditionnellement l'expansion, tandis que Saturne incarne à l'inverse alors je serais tentée de dire la constriction, mais c'est un petit peu plus subtil que ça quand même. C'est-à-dire que Jupiter, c'est la manière dont on va s'exprimer, enfin s'étendre, interagir avec les autres de manière sociale. Un Jupiter en force dans un thème, ça va donner un individu assez exubérant. Enfin, tout va dépendre bien sûr du signe de ce Jupiter. Mais pour comprendre Jupiter, il faut voir que Jupiter, il est rattaché, il a la maîtrise du signe du Sagittaire. Et le Sagittaire, c'est cet être hybride qui est le cheval, le centaure. Et pour comprendre le signe du Sagittaire, il faut avoir ces deux dimensions-là. C'est-à-dire que le signe du Sagittaire, c'est à la fois quelqu'un ça va être un ancrage, il y a les quatre sabots qui sont plantés dans le sol, mais en même temps, il y a cet archer qui lève la tête et qui pointe sa flèche vers le ciel. Donc en fait, Jupiter, c'est ce désir d'ouverture, c'est ce désir de connaissance, mais de connaissance là où Mercure, lui, ce qu'il veut, c'est mettre en relation les choses, c'est être dans la petite connaissance, dans le cercle autour. Jupiter, c'est l'élargissement. C'est pour ça qu'on l'associe aussi à l'étranger, oui, qu'on l'associe aux connaissances universitaires, par rapport justement aux connaissances scolaires qui seront associées à Mercure. On l'associe aussi à l'édition et à tout ce qui va être les moyens de diffusion. En fait, ça c'est associé au Sagittaire et donc partant à Jupiter. Et puis, avant la découverte des planètes transsaturniennes, Jupiter, c'était aussi celui qui avait la maîtrise du Poisson, du signe des Poissons. Et là encore, on peut l'entendre et le voir assez à son aise parce que la maîtrise du signe du Poisson, le Poisson, c'est justement le signe de la diffusion. C'est le signe de ce qui s'écoule et qui va nous partir entre les doigts. Donc voilà pour le Jupiter astrologique. Qu'en est-il alors, Pauline, dans la mythologie? Ce qui est intéressant avec Jupiter, c'est que je pense que c'est sans doute une des divinités qui a été le moins impactée par la fusion, l'assimilation avec les dieux grecs. Jupiter était déjà excessivement prééminent dans le panthéon romain avant que Zeus n'arrive. Ça a toujours été un dieu souverain
dans le panthéon romain, même s'il connaît une évolution, parce que son culte primitif, c'est le culte d'une divinité des phénomènes atmosphériques. Donc pluie, foudre, tonnerre, lumière, et ça se voit dans... Orage, et ça se voit dans ses épiclèses. Parce qu'il a des épiclèses tels que Fulminator, Fulgurator, Pluvius, Tonance. C'est des... foudroyant, pluvieux, bref. C'est vraiment lié à la météo. Après, il va visiblement absorber plein de petites divinités italiques. Et du coup, accéder à de nouvelles attributions et de nouvelles représentations. Et du coup, ça va le faire basculer d'une divinité céleste à une divinité politique. Et l'État romain va pas mal en jouer, parce qu'il va faire de Jupiter un symbole d'unité, et un symbole, plus exactement, un garant de tout ce qui est loi, traité, serment. C'est aussi le dieu qui va soutenir Rome dans ses guerres. J'ai oublié de le dire dans la présentation quand j'ai dit c'est les éditions, mais c'est également aussi tout ce qui va être de l'ordre des documents officiels, Jupiter. Ça convient très bien à la vision que les Romains en ont. Vraiment, et ça se voit du coup ce basculement donc d'une divinité céleste à une divinité politique dans ses épiclèses, parce que là il devient Jupiter frérétrien, donc celui à qui on offre les dépouilles des chefs ennemis. Il devient Stator, c'est celui qui dans la guerre contre les Sabins, donc un autre peuple italique, s'est dressé pour arrêter les invasions, et il devient surtout, et c'est sous cette épiclèse là qu'il est le plus connu, Optimus Maximus, donc le meilleur et le plus grand. Le plus grand. Et donc c'est celui qui est vénéré sur le Capitole, donc comme on le disait dans l'épisode précédent, le centre religieux de Rome, au sein de la triade capitoline, et non plus de la triade pré-capitoline dont on a parlé dans l'épisode précédent, donc au sein d'une triade avec Junon et Minerve, et le Jupiter Optimus Maximus, c'est celui que les consuls vont prier au début de leur mandat pour qu'il leur accorde sa sagesse, entre guillemets, sa vision des choses. Donc c'est vraiment un dieu qui est présent, là, qui est bien ancré, qui est utile à la gloire et la prospérité de Rome, si on peut dire, parce que il sert de symbole. Et vraiment, c'est le dieu le plus connu. Parle du panthéon romain, quoi. Et c'est celui qui bouge peu de sa place. Et si on regarde d'ailleurs jusqu'à la fin du paganisme, il va garder cette position super importante dans le panthéon romain en tant que symbole d'unité, donc il est vénéré dans quasiment toutes les cités de l'Empire, et il est d'autant plus vénéré qu'il va être sous l'Empire associé à l'empereur, où il y a un culte impérial qui va se retrouver à un peu souder les deux. Donc, c'est vraiment une divinité qui est importante. D'accord. Et qui est attachée à la fonction souveraine. Voilà, oui. Alors, c'est ça aussi, c'est dans un thème, quand j'ai dit une personnalité jupitérienne, elle se voit, mais elle peut aussi avoir cette tendance à être assez imbue d'elle-même, c'est-à-dire avoir une forte conscience de qui elle est, et il faut le dire aussi, un petit sentiment de supériorité vis-à-vis des autres. C'est exact, enfin, c'est pas exact, exactement, c'est peut-être exagéré, mais c'est vraiment ça. Parce que c'est un dieu qui est central. Si on reprend par exemple, quand je disais tout à l'heure que c'est un garant des serments, c'est tellement un garant des serments en fait que c'est le seul qui est exclu des serments, parce qu'il les préside. Donc il peut pas être... Il est au-dessus de ça. Il est au-dessus de ça. Et d'ailleurs, quand on regarde dans la religion romaine, son flamine, donc son prêtre principal, est aussi exclu des serments, parce qu'il représente le dieu, donc lui non plus peut pas être mis on va dire en action avec un serment, enfin, j'arrive pas à trouver les mots exacts, mais voilà, il est vraiment au-dessus de ça. C'est un peu comme, je sais qu'aujourd'hui on dit que le roi d'Angleterre n'a pas de passeport, parce que comme c'est lui qui délivre les passeports, il peut pas s'en délivrer un à lui-même. C'est exactement ça avec Jupiter et les serments en fait. Donc il y a ça, et les serments, c'est vraiment les serments au sens large, parce que c'est les serments dans la vie publique, mais aussi dans la vie privée. Par exemple, ça fait de lui aussi un garant des mariages. D'accord, c'est pour ça qu'il est avec Junon, il forme cette espèce de couple c'est ça. Indéfectible d'une certaine manière. C'est à peu près ça. Donc c'est vraiment intéressant. Et ce qui fait que c'était déjà, comme je le répète à nouveau, un dieu qui existait et qui était important avant que Zeus vienne. Et alors justement, le Zeus des Grecs, quelles étaient les différences avec ce Jupiter romain ?
La différence principale, je pense, c'est que on tourne autour depuis à peu près Mercure, parce que je pense que c'est important pour comprendre, mais en fait, la différence principale entre Zeus et Jupiter, c'est que Zeus a une généalogie. Ouais. La théologie romaine n'a pas de généalogie, en fait. Elle est assez pauvre en mythes, parce qu'ils interprètent leur divinité comme, on va dire, des personnages historiques. En fait, ils ont une vision historique de leur mythe, et de leur, notamment de leur mythe fondateur. Donc, ils n'ont pas besoin de leur donner 25 millions de généalogies. Ça les intéresse pas. Pour eux, entre guillemets, c'est des êtres qui ont vraiment existé, ou en tout cas qui sont la traduction d'êtres qui ont réellement existé. Donc, en gros, quand Zeus arrive, ce qu'il donne à Jupiter, c'est une généalogie. Donc, c'est des parents, Chronos et Rhea, c'est une épouse. Et puis, c'est une généalogie, avant qu'on passe effectivement à tout ça, c'est une généalogie et c'est une histoire. C'est-à-dire que Zeus, c'est un pouvoir qu'il a gagné. Enfin, qu'il a conquis. Et c'est là que c'est entre guillemets intéressant, c'est que du coup, chez les Grecs, Zeus a quand même un point commun de base avec Jupiter, c'est que c'est aussi un dieu des phénomènes atmosphériques. La foudre, éclair, orage, pluie, tout ça c'est quelque chose qui existe avec le Zeus grec. Mais entre guillemets, la différence, c'est qu'à l'origine, il n'est pas forcément beaucoup plus important que les autres. Il est un peu plus puissant, parce que c'est entre guillemets, le seul qui s'est pas fait bouffer par son père, donc il est un peu plus puissant que ses frères et sœurs. Il n'a pas une espèce, je sais pas moi, d'image un peu de... Il est puissant parce que c'est le survivant, et c'est celui qui est allé sauver, c'est-à-dire que c'est le petit dernier qui est allé sauver tous les aînés. À peu près, ouais. Et du coup, à la base, il est pas plus important qu'un autre, il est un peu plus puissant, mais sans plus. Et c'est quand les Grecs décident d'un peu unifier leur mythe et leur dieu qu'il prend vraiment une place prééminente. Et on le voit notamment avec Hésiode et Homère qui vont vraiment construire sa primauté sur les autres dieux en approfondissant sa généalogie et en créant toute une mythologie autour de lui. Et c'est cette mythologie-là que Jupiter récupère après. Donc cette mythologie d'avoir d'avoir survécu déjà à son père qui bouffait tous ses enfants, d'avoir battu son père en lui faisant revomir tous les enfants qu'il avait mangés. Bon, déjà, te dis, je n'ai pas envie de savoir quel est le système digestif d'un titan si les enfants ont pu survivre. Il a gardé un caillou dans le ventre pendant longtemps, il croyait que c'était Jupiter. Enfin, aussi, donc voilà. Ça lui donne une épouse, Héra. Ça lui donne des enfants aussi, mine de rien, parce qu'il y en a. Donc à part Mars, qui on a d'autres dans les enfants olympiens? On a Hébé, qui est la jeunesse. Certains mythes lui donnent aussi Iliti, donc l'accouchement avec Héra. Là aussi, il y a certains mythes qui disent que Héphaïstos est son fils, alors que d'autres disent que c'est juste le fils d'Héra. Et c'est là où on dit, mais ce n'est absolument pas logique, parce qu'on dit, grosso modo, son fils, là c'est ses enfants légitimes. Hein. Ouais. Donc on dit que Héphaïstos peut être son fils et celui d'Héra, mais on dit aussi que c'est le seul fils d'Héra qui l'a fait pour se venger de Zeus qui avait mis au monde tout seul Athéna. Mais Athéna est née parce que Héphaïstos a fracassé le crâne de Zeus. Donc oui, c'est le serpent qui se mord la queue là. Hein. C'est l'œuf ou la poule qui est né le premier. Donc il y a ça en enfant, on va dire, légitime. Et après, il a tellement d'enfants légitimes qu'on arrête de les compter. Je voulais savoir dans les Olympiens. En fait, il a surtout des sœurs et des frères. Il a des sœurs et des... oui et non, parce qu'il a ses sœurs et ses frères, mais il a aussi ses enfants. Parce que si on regarde, Athéna, c'est une fille de Zeus avec Métis. Apollon et Artémis, ce sont des fils-enfants de Zeus avec Leto. Hermès, c'est un fils de Zeus avec Maïa. Dionysos, c'est un fils de Zeus. Je crois que là on a fait le tour quand même. Par contre, comme sœur, il a c'est Déméter et Hestia. En plus d'Héra. Ce qui veut dire que tu épouses ta sœur. Oui, il a épousé sa sœur aussi, accessoirement. Bon, on va pas chercher parce que fondamentalement, Perséphone, il l'a eu avec Déméter. D'accord. Donc sa sœur aussi. On va pas chercher. Et ses frères, c'est Poséidon et Pluton. Hadès. Hadès, mais oui. Oui. Donc en vrai, Zeus, il est père, frère, mari. Si on monte avec les titans, il est fils aussi. Il est vraiment tout, lui. Il est au centre. Vrai, c'est ça. C'est ce qui explique du coup peut-être sa place centrale. Ouais, peut-être, effectivement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un dieu qui est universel, qui est possesseur de tous les biens, qu'ils soient terrestres ou célestes. C'est vraiment un dieu souverain.
Et il est souverain autant chez les dieux, vu que c'est le chef Parmi des les dieux, Olympiens, quoi. que chez les mortels, parce que il le vénère comme le premier des dieux. Donc, et en vrai, ça se voit, notamment chez Zeus. J'ai pas trouvé d'exemple, enfin, j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête chez Jupiter, mais je pense qu'il y en a aussi, où Zeus, on le retrouve avec plein d'épiclèses, on va pas dire bizarres, mais qui des fois paraissent improbables et qui sont hyper diversifiées, parce qu'en fait, comme il est vénéré quasiment partout, il est vénéré sous un aspect très particulier ou sur un événement très particulier dans un endroit très particulier. Donc en gros, il a plein de surnoms différents qui sont pas tous communs à tous les Grecs ou tous les Romains, mais ils existent. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de paradoxe quand même avec... alors, je vais dire Jupiter Zeus, hein, puisque ça peut... Mais est-ce qu'il n'y a pas une espèce de paradoxe dans le fait que il est celui qui va faire régner l'ordre, c'est ça? Il est celui qui incarne la loi, d'une certaine manière, mais qui par contre, en fait, la respecte pas particulièrement. En ce sens que ce qu'il veut, il le prend. Il se sert... Je pense que c'est là qu'on touche à une différence entre Zeus et Jupiter. Parce que si on reprend Jupiter comme un gardien des serments, tu peux dire que le serment de mariage qu'il a prononcé avec Héra Junon est important. Et cette vision plus dragueur de Zeus, tu la trouves plus chez les Grecs. Il est plus lascif et tentateur que chez les Romains. Et chez les Romains, ça arrive quand ils récupèrent la généalogie que les Grecs ont faite de lui. Parce que sinon, avant ça, c'était vraiment... Enfin, c'est un dieu... En fait, c'est comme si chez les Romains, c'était devenu le patriarche. C'est un peu ça, ouais. Alors que chez les Grecs, il vit encore... comment on va dire, il est dans le bel âge, quoi. Enfin, voilà. Je pense qu'on peut peut-être dire ça. Effectivement. Mais oui, en soi... disons que je pense qu'avec Zeus, on touche à la limite du pouvoir. Ou quand t'as du pouvoir, tu te permets, entre guillemets, de faire ce que tu veux. Même si ça contrevient aux lois du monde. C'est quoi son rapport avec l'autorité? Parce que quand même, on voit que visiblement, avec son père, il a quand même réglé la question. Il fait respecter sa propre autorité, on va dire. Je suis pas sûre qu'on peut dire qu'il respecte celle des autres, par contre. Oui, non, mais c'est ça, en fait. Mais oui, je pense qu'on peut dire ça. Il incarne l'autorité. Du coup, il se soumet pas à une autre autorité. Mais en revanche, son autorité, elle a des limites, parce que on est d'accord que pour ce qui est du royaume des mers, hein, ou du royaume de sous la terre, c'est pas lui qui a le contrôle. C'est-à-dire que je pense à l'histoire de Perséphone, où il a quand même dû négocier avec son frère. Non, il n'a pas le contrôle, mais il reste plus puissant que ses frères. Donc ses frères lui doivent quand même une certaine obéissance. On a notamment des exemples où il y a eu des tentatives pour le détrôner de la part de sa famille. Mais au début alors? Ou pas nécessairement? Enfin après, il n'y a pas le problème, il n'y a pas seulement de temporalité chez les dieux. Donc voilà. Mais notamment, Poséidon a essayé de le détrôner avec le soutien d'Apollon et d'Héra. Alors, Héra, il s'est juste contenté de la suspendre, je sais plus où, mais bon, grosso modo, il l'a suspendue pendant un certain temps. Mais Poséidon et Apollon, ils ont été punis en devenant mortels et en devant accomplir des travaux pour des mortels pour regagner leur immortalité. Et notamment, ils se sont retrouvés à se mettre au service du roi de Troie. Et alors Apollon a gardé des moutons joyeusement dans la campagne, mais Poséidon, il a construit les murailles de Troie, et notamment c'est pour ça que dans la guerre de Troie, on dit qu'il n'y a qu'une intervention divine qui permettrait de franchir les murailles de la ville, parce qu'elles ont été construites par un dieu. Donc, voilà. Après, entre guillemets, je pense que Poséidon est presque plus soumis à son autorité que Hadès, parce qu'Hadès touche vraiment un autre domaine, il touche à la mort. Et c'est pas exactement pareil. Donc je pense que c'est aussi la difficulté qu'il a de se faire obéir d'Hadès, qui est en marge de la société olympienne. Même géographiquement, si on regarde, c'est-à-dire que Jupiter, il a le pouvoir sur Terre, donc la mer et la Terre est terre, ciel, la mer se trouve dans le truc, mais tout ce qui est souterrain, c'est de l'ordre de l'invisible. Oui. Et donc... je pense que il a plus facilement facilité à se faire obéir de Poséidon, sans que ça plaise plus que ça à Poséidon, loin de là je pense, mais que d'Hadès, parce que
même si on regarde, Hadès est rarement invité sur l'Olympe, il est vraiment mis à l'écart par rapport à ses frères et sœurs, ce qui n'est pas le cas pour Poséidon. Ouais. Et alors, si on revient à l'étymologie, si on veut dire, de Jupiter, qui c'était le Ioïs, enfin, et ça a donné jovial chez nous. Et effectivement, un personnage jupitérien. D'ailleurs, on a gardé cette image du dieu avec sa barbe blanche, ce côté assez le dieu en majesté. Voilà, c'est ça, le dieu en majesté, mais avec une forme de bienveillance souvent l'image peut donner ça. Ouais, il n'a pas toujours été bienveillant, mais oui, l'image peut donner ça. Après, t'as pas envie d'être puni par Zeus, quoi. Ouais. Et alors, donc, pour finir, puisqu'on pose toujours cette question-là au niveau de tout ce qui est des temples, donc il était omniprésent. Il était très présent, notamment parce que, comme je disais tout à l'heure, il a été associé à l'empereur sous l'Empire romain, et que forcément, ça fait que tu gagnes en importance. Ouais. Si on le regarde déjà en tant que Zeus, je pense, pour moi, son temple le plus célèbre, il est à Olympie. Ouais. Où il est du coup vénéré tous les 4 ans dans des jeux panhelléniques, dans des jeux qui rassemblent tous les Grecs, les Jeux Olympiques. Ouais. Donc on a toujours des traces. Voilà, ils ont évolué de nos jours, on fait plus des sacrifices à Zeus, mais ils existent toujours. Après, à Rome, son temple le plus célèbre, c'est celui sur le Capitole, celui de Jupiter Optimus Maximus. Et puis après, il y en a un peu partout, quoi. Il n'y a pas un endroit particulier pour ça. Donc, oui, il est très présent dans la vie religieuse des Grecs et des Romains. Et finalement, avec ce que tu dis là, si on revient sur le propos de départ, à savoir Jupiter, dieu de l'Olympe, mais en revanche pas au centre du thème astral, ça se complète assez bien malgré tout, parce que je trouve que le soleil, comme on l'a dit, c'est le centre et c'est le cœur des choses, mais Jupiter, c'est celui qui aide à rester dans les limites de la loi. Enfin, c'est celui qui... C'est pas qui aide à rester là, ça va être plus Saturne qui va aider à rester dans les limites. Mais en tout cas, c'est celui qui permet une expansion maîtrisée. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, je pense que ça peut bien aller avec le personnage. C'était une expansion, mais une expansion dans la maîtrise. En tout cas, à Rome. Oui. Mais parce que c'est difficile de comparer Rome et comparer la Grèce. C'est pas le même modèle, c'est pas... Les Grecs n'ont jamais eu entre guillemets l'unité politique qu'il y a à Rome. Ouais. Et pour finir d'ailleurs, alors non plus astrologiquement mais astronomiquement, il faut savoir que si Jupiter a été nommé ainsi, c'est parce que c'était la plus grosse planète visible du système solaire à l'époque. Oui. Donc en fait, on se retrouve quand même toujours avec cette cohérence-là. C'est vrai. Voilà. Merci Pauline, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour parler de Saturne. Tout à fait. Astromythos, c'est fini pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode où nous évoquerons cette fois-ci le très sérieux Saturne. À bientôt!